j'ai quitté mon mari le jour de notre 3e anniversaire de mariage, avec un test de grossesse positif dans la poche de mon manteau et une valise que j'avais préparée pendant qu'il était dans le lit d'une autre femme. Maxime ne savait rien pour le bébé. Il ne savait pas que je partais. Il ne savait même pas que j'étais rentré plus tôt de ma garde et que j'avais trouvé sa voiture dans l'allée, garée à côté d'une Audi argentée que je n'avais jamais vue auparavant. Je me tenais dans le couloir de notre appartement de standing, écoutant des bruits venant de derrière la porte de notre chambre que je ne pourrais jamais oublier. Et j'ai pris une décision si vite que cela ressemblait à un réflexe, comme si mon corps répétait cette sortie depuis des années et attendait simplement que mon cerveau suive. J'ai attrapé mon sac de voyage dans le placard, je l'ai bourré avec les premières choses qui me tombaient sous la main, et je suis sorti par la porte d'entrée. Je ne l'ai pas claqué. Je n'ai pas laissé de mots. Je suis juste parti. Et l'endroit où j'ai atterri, un petit restaurant corse dans les quartiers de la ville, avec des fenêtres embuées, de la musique d'opéra beaucoup trop forte et un homme assis seul dans la banquette du fond qui allait tout changer. C'est dans cet endroit que mon ancienne vie a pris fin et que quelque chose de bien plus dangereux a commencé. Le restaurant s'appelait l'Altor, et je n'y étais jamais entré auparavant. Je l'avais choisi parce qu'il était ouvert, parce qu'il y faisait chaud, et parce qu'il était l'opposé de tous les endroits huppés et hors de prix où Maxime m'avait toujours emmené. La salle à manger était à moitié vide. Un mardi soir de novembre, la pluie striant les vitres, le genre de soirée qui donne l'impression qu'une ville retient son souffle. Je me suis assise à une table près de la cuisine et j'ai commandé un thé, car je ne pouvais pas supporter l'idée d'avaler quoi que ce soit. Le test de grossesse avait été positif ce matin-là, 2 lignes roses dans les toilettes d'une station d'autoroute pendant ma pause déjeuner, confirmé par un deuxième test 1 heure plus tard dans les toilettes de l'hôpital où je travaillais comme sage-femme. L'ironie de la situation ne m'avait pas échappé. Je passais mes journées à aider d'autres femmes à donner la vie. Et maintenant, j'étais assise dans un restaurant dont je n'avais jamais entendu parler, enceinte d'un homme qui était actuellement dans notre lit avec quelqu'un d'autre, essayant de comprendre comment donner ma propre vie à un monde qui semblait soudain ne plus avoir de fondation. Si vous appréciez cette histoire, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Je ne l'ai pas remarqué au début. L'homme dans la banquette du fond. Il était assis dos au mur, comme s'assoient les gens qui veulent surveiller toutes les entrées. Et il mangeait des pâtes avec la concentration paisible de quelqu'un qui traite les repas comme des rendez-vous. Programmé, honoré, achevé. Il portait un costume sombre, sans cravate, et ses mains bougeaient avec une précision qui rendait même l'action d'enrouler des spaghettis délibérée. Je n'y aurais pas prêté attention à 2 fois si le serveur, un homme plus âgé et nerveux avec un torchon sur l'épaule, ne l'avait pas traité de la façon dont le personnel hospitalier traitait le chef du service de chirurgie, avec une déférence qui frisait la peur. Chaque fois que le serveur s'approchait de la banquette, son pas ralentissait, sa voix baissait, sa posture se redressait. C'était subtil, le genre de choses qui vous échappe si vous n'êtes pas formé à décrypter le langage corporel. Mais j'avais passé 3 ans à lire les mensonges de Maxime dans sa posture et ses silences. Et j'étais devenu très doué pour remarquer quand quelqu'un jouait la comédie face au pouvoir. Il m'a surprise en train de le regarder, pas de le dévisager. Je n'étais pas encore tombé si bas, mais je regardais. Comme on jette un coup d'œil à un tableau dans un couloir, puis qu'on le regarde à nouveau parce que quelque chose en lui nous a attirés. Ses yeux étaient sombres, fixes, et quand ils ont croisé les miens, ils ne se sont pas détournés comme le font les yeux des inconnus. Ils sont restés plantés là pendant 2 secondes, peut-être 3. Il m'a regardé avec une expression qui n'était ni de la curiosité ni de l'intérêt, mais quelque chose de plus proche d'une évaluation, comme un homme cataloguant des détails dont il pourrait avoir besoin plus tard. Puis il est retourné à ses pattes, et moi à monter, en me disant que l'histoire s'arrêterait là. Mais le serveur est apparu à ma table 30 secondes plus tard avec une petite assiette de bruschetta que je n'avais pas commandée. De la part de monsieur, a-t-il dit, inclinant la tête vers la banquette du fond sans vraiment regarder dans cette direction. Il dit que vous avez l'air d'avoir besoin de quelque chose de solide. J'ai failli rire. Quelque chose de solide. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Et un morceau de pain grillé avec des tomates dessus était la chose la plus solide que j'ai rencontrée depuis des mois. J'ai mangé les bruschettas parce que j'avais faim et parce que les refuser m'aurait demandé plus d'efforts que de les accepter. Quand j'ai levé les yeux, l'homme se tenait près de ma table. Il s'était déplacé sans faire de bruit, ce qui aurait dû m'effrayer, mais ce ne fut pas le cas. De près, il était plus grand que je ne l'avais imaginé, avec ce genre de visage qui était beau, non pas grâce à un trait en particulier,
mais par la façon dont tout s'assemblait, angulaire, serein, un visage taillé pour prendre des décisions. « Vous êtes contrarié » a-t-il dit. « Ce n'est pas une question, c'est un diagnostic. »« Je vais bien. » Il a tiré la chaise en face de moi et s'est assis, sans y être invité, avec l'aisance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non d'une manière qui compte. « Vous ne l'êtes pas. Vous avez pleuré. Votre mascara a coulé sous votre œil gauche. Vous avez commandé du thé dans un restaurant corse, ce qui signifie que soit vous ne mangez pas, soit vous n'en êtes pas capable. Et il y a un sac de pharmacie dans la poche de votre manteau que vous n'arrêtez pas de toucher. » J'ai baissé les yeux. La boîte du test de grossesse était visible à travers le plastique fin du sachet, dépassant de mon manteau jeté sur la chaise vide. Je ne m'étais même pas rendu compte que je l'avais gardé. Mon visage est devenu brûlant, et j'ai ouvert la bouche pour lui dire que cela ne le regardait pas. Mais ce qui est sorti à la place a été « Je suis enceinte. Mon mari me trompe, et je l'ai quitté il y a 20 minutes. » Les mots sont sortis de moi comme s'ils avaient été entassés derrière une porte qui avait fini par céder. L'homme n'a pas réagi, n'a pas tressailli, ne s'est pas adouci, n'a pas offert ce hochement de tête compatissant que j'avais vu 1000 fois chez les gens qui voulaient paraître empathiques sans pour autant s'impliquer. Il m'a juste regardé pendant un long moment, puis a dit « Je m'appelle Bastien, et ce restaurant est à moi. » Et ce que cet homme lui a offert ensuite, personne ne l'avait vu venir. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer la fin. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Ce nom, Bastien Chevalier, prendrait tout son sens pour moi plus tard, quand je comprendrai qui il était, ce qu'il contrôlait, et combien de lois se pliaient en sa présence, comme la lumière autour d'une étoile noire. Mais à ce moment-là, assise à l'altor, avec du mascara sous l'œil et un test de grossesse dans mon manteau, il n'était qu'un homme qui m'avait remarqué et n'avait pas détourné le regard. Il m'a demandé mon prénom et je lui ai dit Camille. Il m'a demandé où j'allais dormir ce soir-là et j'ai répondu que je n'en savais rien. Il a demandé si j'avais de la famille dans le coin et j'ai dit non. Mes parents étaient en Bretagne. Ma sœur était à Genève. Et les quelques amis que je m'étais fait depuis que j'avais emménagé dans cette ville pour la carrière de Maxime étaient en réalité les amis de Maxime. Le genre de personnes qui viennent en couple et disparaissent quand le couple se sépare. Bastien a écouté tout cela sans m'interrompre, les mains à plat sur la table, ses yeux ne quittant jamais les miens. Quand j'ai terminé, il a fouillé dans sa veste et en a sorti une carte de visite, en papier épais et couleur crème, avec rien d'autre dessus qu'un numéro de téléphone. « Si vous avez besoin d'un endroit sûr, a-t-il dit, appelez ce numéro, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. » Il a posé la carte sur la table entre nous comme s'il plaçait un pari. « Vous ne me connaissez pas, et vous ne devriez pas faire confiance à des gens que vous ne connaissez pas. Mais je vous dis que si vous appelez ce numéro, vous serez en sécurité. Ce n'est pas la promesse d'un inconnu. C'est une garantie. » Il s'est levé, a boutonné sa veste et est retourné à sa banquette. Le serveur a surgi pour débarrasser son assiette avec l'urgence silencieuse d'un homme qui avait observé tout l'échange et compris des choses qui m'échappaient encore. J'ai pris la carte. Je ne sais pas pourquoi. Ou peut-être que si. Peut-être que je l'ai prise parce que, dans une nuit où tout s'effondrait, ce petit rectangle de papier cartonné semblait être quelque chose de solide, quelque chose avec du poids et une intention derrière. Et j'étais désespérément en quête de la moindre chose qui semblait intentionnelle. J'ai quitté l'Altor vers 22 heures, j'ai marché jusqu'à un hôtel Ibis Budget à 6 rue de là, j'ai payé une chambre en espèces et je me suis assise au bord d'un lit qui sentait l'eau de Javel et les cigarettes d'un autre. J'ai posé la carte de visite sur la table de nuit et le test de grossesse à côté, et j'ai regardé ces deux objets entrés dans ma vie à quelques heures d'intervalle, et qui allaient, de différentes manières, définir tout ce qui allait suivre. J'ai appelé ma sœur à Genève. Elle a décroché à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée. Il était 3 heures du matin là-bas, et quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle m'a dit « Viens ici. Prends un avion. » J'ai répondu que je ne pouvais pas. Pourquoi pas? Et j'ai réalisé que je n'avais pas de réponse. Je savais simplement, avec cette certitude viscérale qui arrive parfois sans explication, que fuir à Genève n'était pas la solution. La solution était ici. La solution consistait à rester et à découvrir de quoi j'étais faite, quand tout ce sur quoi j'avais construit ma vie s'avérait sonner creux. Je n'ai pas appelé le numéro de Bastien pendant 4 jours. Pendant ces 4 jours, je suis allé travailler à l'hôpital, j'ai mis au monde 2 bébés, j'ai tenu la main d'une mère pendant qu'elle pleurait après avoir accouché d'un enfant mort-né,
j'ai déjeuné dans la salle de repos et j'ai fait semblant que ma vie n'avait pas explosé. Maxime a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Il a laissé des messages vocaux qui sont passés de la confusion à l'inquiétude, puis à la colère et enfin aux supplications, un cycle de deuil en 5 étapes compressées en 72 heures. Le 3e jour, il m'a envoyé un SMS, « Camille, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu dois rentrer à la maison. Nous devons en parler comme des adultes. » Comme des adultes. Comme si la chose adulte à faire était de m'asseoir en face de l'homme qui avait couché avec une autre dans notre lit et de négocier les termes de mon humiliation. J'ai effacé le message et bloqué son numéro. Le 4e jour, je suis rentré d'une garde de 12 heures, je me suis assise sur le lit de l'hôtel et j'ai regardé à nouveau la carte de visite. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro. Une femme a répondu. Pas Bastien. Une femme avec une voix basse et calme qui a dit « oui ». Comme si elle s'attendait à mon appel. J'ai dit « Bastien m'a donné ce numéro ». Il y a eu une pause, puis la femme a demandé « Comment vous appelez-vous » J'ai dit « Camille ». Une autre pause, plus courte cette fois. Une voiture sera à votre emplacement dans 20 minutes. Prenez toutes vos affaires. La ligne a été coupée. Je suis resté assise là un instant, assimilant ce que je venais de faire. J'avais appelé un numéro donné par un inconnu dans un restaurant, dit mon prénom à une femme que je ne connaissais pas, et accepté implicitement, en ne raccrochant pas, de monter dans une voiture envoyée par des gens dont je ne savais rien. Tous les instincts de survie que j'avais développés en 31 ans hurlaient. Mais un autre instinct, plus silencieux, plus profond, celui qui m'avait dit de prendre mon sac et de sortir de l'appartement sans me retourner, m'a dit « Vas-y ». Alors, j'ai fait ma valise, j'ai réglé la note de l'hôtel, et je suis resté sur le trottoir dans l'air froid de novembre, à attendre une voiture qui est arrivée en exactement 18 minutes. C'était un SUV noir aux vitres teintées. Le chauffeur était un grand homme au crâne rasé qui a ouvert la portière arrière sans dire un mot et a attendu que je monte. À l'intérieur, la voiture sentait le cuir et une légère odeur d'herbe, peut-être du romarin ou du thym. Il y avait une bouteille d'eau dans le porte-gobelet et une couverture en laine pliée sur le siège. De petits détails, mais qui avaient leur importance. Quelqu'un avait prévu que je pourrais avoir froid, que je pourrais avoir soif, que je pourrais avoir besoin de réconfort. Le trajet a duré 40 minutes, principalement sur des routes de campagne que je ne reconnaissais pas, et s'est terminé devant une maison en pierre en retrait de la route, derrière un portail en fer forgé. La maison n'était pas immense, ce n'était ni un manoir ni un complexe ultra sécurisé, juste une maison en pierre solide et bien entretenue, avec un toit en ardoise, des jardinières aux fenêtres et une lumière au-dessus de la porte d'entrée qui faisait briller toute l'entrée comme une lanterne. Le chauffeur a ouvert ma portière et a porté ma valise jusqu'au porche. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je ne l'atteigne, et dans l'encadrement se tenait une femme d'une 60aine d'années, avec des cheveux argentés tirés en tresses, un tablier saupoudré de farine. Et des yeux qui m'ont scruté de la tête aux pieds en 2 secondes pour apparemment me juger acceptable. « Vous êtes Camille » a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. « Je suis Colette. » Entrez. Il y a de la soupe. Colette était la tante de Bastien, et la maison en pierre était l'une des nombreuses propriétés qu'il entretenait à des fins qui n'étaient jamais explicitement énoncées, mais que j'ai fini par comprendre progressivement. C'était une planque. Pas au sens hollywoodien du terme, avec des scanners d'empreintes digitales et des pièces de survie, mais au sens ancien et plus simple, un endroit où quelqu'un pouvait aller et ne pas être trouvé. Colette y vivait à plein temps, s'occupant d'un potager à l'arrière et cuisinant des repas dignes d'un grand restaurant. Elle m'a montré une chambre au 1er étage, petite, propre, avec un dessus-lit matelassé et des rideaux qui sentaient la lavande, et m'a dit que le dîner serait prêt dans 20 minutes. Je me suis assise sur le lit et j'ai posé ma main sur mon ventre, qui était plat, et qui ne laissait rien deviner de ce qui s'y passait, et j'ai respiré. Pour la première fois en 4 jours, j'ai vraiment respiré. L'air dans cette chambre était chaud, paisible, et sentait le pain cuisant en bas. Et pendant un instant, juste un instant, la terreur, le chagrin et la confusion ont reculé suffisamment pour que je puisse sentir les contours de quelque chose en dessous. Pas tout à fait de l'espoir, mais la possibilité que l'espoir puisse encore exister quelque part, sous une forme que je n'avais pas encore rencontrée. Bastien est venu à la maison le lendemain soir. Il est arrivé à la nuit tombée dans une voiture différente du SUV, et Colette l'a fait entrer par la porte de la cuisine comme si c'était la routine, ce qui, je l'ai compris, était probablement le cas.
Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine pendant que Colette servait du poulet et des légumes rôtis et versait du vin, que j'ai refusé à cause de ma grossesse. Bastien a remarqué mon refus mais n'a fait aucun commentaire. Il a mangé en silence pendant quelques minutes, puis a posé sa fourchette et a dit « Je dois vous dire quelque chose sur la famille de votre mari. » Le mot « famille » a résonné différemment de ce à quoi je m'attendais. Pas comme un terme domestique, mais structurel. Le père de Maxime, a poursuivi Bastien, s'appelle Victor Rousseau. Il a observé mon visage à l'affût d'une réaction et n'en a trouvé aucune. Victor Rousseau dirige une entreprise de logistique qui achemine une quantité importante de marchandises sur la côte méditerranéenne. Une partie de ces marchandises est légale. La majeure partie ne l'est pas. Le gouvernement monte un dossier contre lui depuis 3 ans. Il a fait une pause, laissant l'information faire son chemin. Votre mari n'est pas ciblé. Mais votre mari est marié avec vous, et vous portez un enfant, ce qui vous lie à cette famille. Cela fait de vous un potentiel point faible ou un atout potentiel, selon qui pose la question. Je l'ai dévisagé. Maxime n'avait jamais parlé des affaires de son père en détail. Il disait le logistique, de la même manière que les gens disent consulting quand ils ne veulent pas s'expliquer. J'avais rencontré Victor 2 fois, un grand homme silencieux, avec des chaussures hors de prix et une poignée de main qui durait exactement une seconde de trop. Et les 2 fois, Maxime avait été nerveux d'une manière que j'avais attribuée à une relation père-fils difficile. À présent, je comprenais que cette nervosité était tout autre chose. Pourquoi me dites-vous cela, ai-je demandé à Bastien. Il m'a regardé avec ce même regard fixe et évaluateur qu'au restaurant. Parce que les enquêteurs qui s'intéressent à Victor connaissent votre existence. Votre nom apparaît dans les dossiers, les comptes joints, les documents de propriété, une voiture immatriculée à vos 2 noms. Quand l'enquête s'accélérera, et ce sera le cas, vous serez contacté. Ils voudront que vous coopériez. Et si vous vivez toujours dans cet appartement quand cela arrivera, vous n'aurez pas le choix. Ici, vous avez des options. J'ai demandé, quel genre d'options ? Il a répondu, le genre qui commence par être là où personne ne s'attend à vous trouver. Les 2 semaines qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Je vivais dans la maison en pierre de Colette, je mangeais des plats que je n'avais pas cuisinés, je dormais dans un lit qui n'était pas le mien, j'existais dans un espace suspendu entre mon ancienne vie et ce qui m'attendait. Colette n'était pas une femme chaleureuse. Elle ne faisait pas de câlins, n'offrait pas de réconfort non sollicité, ne me posait pas de questions sur mes sentiments. Mais elle était d'une présence solide et constante. Et chaque matin, quand je descendais, il y avait du café, des tartines et un léger hochement de tête qui disait « Tu es toujours là. C'est assez. » J'ai continué à aller travailler à l'hôpital. Bastien avait organisé les trajets pour qu'un chauffeur vienne me déposer et me récupérer, une rotation de grands hommes silencieux qui traitaient mon trajet comme une mission de garde rapprochée, ce que c'était probablement. Mes collègues ne savaient pas que j'avais quitté Maxime. J'ai gardé mon alliance les 2 premières semaines par habitude, puis je l'ai retirée un matin sur le parking et l'ai glissée dans la poche de ma blouse, où elle est restée oubliée jusqu'à ce que je la retrouve des semaines plus tard et que je la jette. Maxime a fini par me trouver. Ou plutôt, il a découvert que j'étais en contact avec Bastien Chevalier, et ce qui s'est passé ensuite a confirmé tout ce que Bastien m'avait dit sur le monde dans lequel évoluait la famille de Maxime. C'était un mercredi soir, vers 23h. J'étais dans ma chambre, chez Colette, en train de lire un livre sur la nutrition pendant la grossesse qu'elle avait laissé sur ma table de nuit sans un mot. Mon téléphone a vibré pour un appel provenant d'un numéro inconnu. J'ai décroché, et la voix de Maxime, tendue, pressée, à peine contrôlée, a résonné « Camille, je sais où tu es. Je sais avec qui tu es, et j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. » Sa respiration était audible, rapide, la respiration de quelqu'un qui avait franchi une ligne rouge et qui le savait. « Tu dois rentrer, » a-t-il dit. « Pas pour moi. Pas pour nous. Pour ta propre sécurité. As-tu la moindre idée du genre d'homme qu'est Bastien Chevalier? Sais-tu dans quoi tu as mis les pieds? » Je n'ai rien dit. Maxime continuait de parler, ses mots se bousculant les uns les autres. Il a dit que Bastien était dangereux. Il a dit que Bastien contrôlait la moitié des contrats de construction de la ville. Il a dit que Bastien avait des hommes. Il a prononcé les mots des hommes de la même manière que quelqu'un dirait des armes. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, Maxime, tu étais dans notre lit avec une autre femme.
Tu es mal placé pour me faire la leçon sur le danger. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. 15 minutes plus tard, Colette a frappé à ma porte et m'a dit « Bastien est en route ». Elle n'a pas expliqué comment elle le savait. Elle n'en avait pas besoin. Bastien est arrivé dans l'heure. Il est entré dans la cuisine où j'étais assise avec Colette, et son visage affichait cette immobilité concentrée de quelqu'un gérant plusieurs choses à la fois, toutes sérieuses. « Maxime vous a appelé ?» a-t-il dit. J'ai confirmé. Il a hoché la tête lentement, assimilant l'information. Les hommes de son père ont pisté la voiture que nous avons envoyée vous chercher. Ils savent que vous êtes lié à moi maintenant, ce qui change la donne. J'ai demandé, quelle donne ? Il s'est assis en face de moi et a croisé les mains sur la table, un geste que je commençais à identifier comme sa façon à lui de prendre une grande inspiration. Victor Rousseau ne veut pas de complications en ce moment. Ses risques judiciaires sont importants. Une belle-fille qui a quitté son fils et se trouve maintenant sous la protection de quelqu'un que Victor considère comme un concurrent. C'est une complication. J'ai répondu, je ne suis pas sous votre protection. Je loge dans la maison de votre tante. Il m'a regardé et, pour la première fois, quelque chose a changé dans son expression. Une fissure dans son sang-froid, l'éclair d'un sentiment qui pouvait être de l'amusement ou bien du respect. Vous portez un enfant, dans une maison gardée par mes hommes, vous mangez de la nourriture préparée par ma famille après être arrivé dans ma voiture, sur mon invitation. Dans le monde de Victor, c'est de la protection. Et la protection implique l'allégeance. Le mot est resté suspendu dans l'air comme de la fumée. Allégeance. J'étais une sage-femme originaire de Bretagne. Et j'étais assise à une table de cuisine à discuter d'allégeance avec un homme dont je commençais à comprendre que le nom portait le genre de poids qui fait ployer les murs autour de lui. Ce qui s'est passé ensuite est arrivé vite. Dans les 48 heures suivant l'appel de Maxime, deux choses se sont produites. D'abord, un agent de la police judiciaire nommé Lefebvre s'est présenté à l'hôpital pendant mon service. Il était poli, professionnel et direct. Il m'a montré sa carte, m'a demandé si nous pouvions parler en privé, puis m'a expliqué d'un ton mesuré, comme un homme lisant un texte répété, que je n'étais pas la cible d'une enquête, mais que ma coopération pourrait être mutuellement bénéfique. Il voulait savoir ce que je connaissais des finances de Victor, de l'implication de Maxime, des comptes, des propriétés et des transactions. Je lui ai dit la vérité. Je ne savais rien. Maxime m'avait tenu à l'écart, non pas par instinct protecteur, je le comprenais maintenant, mais par souci de sécurité opérationnelle. Lefebvre m'a donné sa carte et a dit, si cela change, appelez-moi. La deuxième chose qui s'est produite, c'est qu'une berline noire s'est garée de l'autre côté de la rue, face à la maison de Colette. Elle est restée là pendant 3 heures, moteur tournant, vitres sombres. Colette l'a remarqué en premier. Elle se tenait près de la fenêtre de la cuisine, essuyant une assiette avec des mouvements lents et délibérés, et a dit « Nous avons de la visite ». Factuel, sans émotion, de la même manière qu'on dirait qu'il pleut, comme si la surveillance était un phénomène météorologique. Les hommes de Bastien ont intercepté la voiture en quelques minutes. Je n'ai jamais su qui était à l'intérieur. Cette nuit-là, Bastien a pris une décision. Il m'a fait quitter la maison en pierre pour une propriété plus éloignée, une ferme sur 5 hectares entourée de champs, avec une allée privée dotée d'un portail, et un système de sécurité que je n'ai jamais vu. Mais que l'on pouvait ressentir dans la façon dont l'air autour de la maison semblait vigilant. Colette est venue avec moi. Tout comme 2 des hommes de Bastien, Marc et Stéphane, qui ont occupé un cabanon près du portail, et qui traitaient leur mission avec le professionnalisme silencieux de ceux qui ont l'habitude d'attendre des événements qui pourraient ne jamais se produire. La ferme était magnifique, du bois ancien, de haut plafond, une cuisine avec une cuisinière en fonte que Colette a réquisitionnée dans l'heure qui a suivi notre arrivée. Ma chambre donnait sur un jardin endormi pour l'hiver, des branches nues et des tiges sèches, avec un bain d'oiseaux en pierre rempli d'eau de pluie. Je me suis tenu à la fenêtre, j'ai posé la main sur mon ventre, toujours plat, toujours impossible à croire, et j'ai repensé à la chaîne de décisions qui m'avait mené jusqu'ici. Quitter l'appartement, entrer à l'Altor, manger les bruschettas, prendre la carte, appeler le numéro. Chacune de ces décisions était une porte que j'avais franchie sans savoir ce qu'il y avait de l'autre côté, et chacune m'éloignant un peu plus de la vie que j'avais construite avec Maxime pour me rapprocher d'une vie que je ne pouvais pas encore voir, mais que je sentais prendre forme. La façon dont on sent qu'un bâtiment s'élève avant même de pouvoir le voir par-dessus la palissade.
Bastien visitait la ferme tous les 2 ou 3 jours. Ses visites suivaient un schéma. Il arrivait à la nuit tombée, mangeait avec Colette et moi, puis s'asseyait dans le salon pour parler. Ces discussions m'ont surprise. Je m'attendais à ce qu'un homme comme Bastien fonctionne uniquement avec des silences et des ordres. Mais il était éloquent, réfléchi, et véritablement curieux de choses qui n'avaient rien à voir avec son univers. Il m'a posé des questions sur mon métier. Il s'est intéressé à la mécanique de l'accouchement avec la concentration d'un ingénieur étudiant un système. Il m'a interrogé sur ma famille en Bretagne, sur ma sœur à Genève, sur la façon dont j'avais atterri dans une ville que je n'aimais pas, marié à un homme que je ne connaissais pas. Et je lui ai raconté. Je lui ai parlé de mon enfance dans une petite ville, de ma mère institutrice en maternelle, de mon père qui tenait une quincaillerie, réparait des choses le week-end et n'élevait jamais la voix. Je lui ai parlé de mes études, du premier accouchement auquel j'avais assisté, de la terreur et de la beauté de voir une nouvelle personne arriver au monde. Je lui ai parlé de Maxime, de notre rencontre au mariage d'un ami, de la façon dont il s'était montré charmant, attentionné et généreux, comment sa générosité s'était avérée n'être qu'une fonction de l'argent de son père, et son charme une simple technique plutôt qu'un trait de caractère. Bastien écoutait comme Colette écoutait, sans jouer l'empathie, sans proposer de solution, se contentant d'absorber l'information et de la classer dans un endroit précis. Lors d'une de ces soirées, environ 3 semaines après mon arrivée à la ferme, Bastien s'est confié sur lui-même. Pas sur tout. J'apprendrai plus tard que Bastien Chevalier fonctionnait par couches, et que ce qu'il vous révélait dépendait de votre proximité avec son centre, mais c'était suffisant. Il m'a expliqué qu'il avait hérité des affaires familiales à la mort de son père. Que cette entreprise était un mélange d'activités légales et d'obligations qu'il n'avait pas choisies mais dont il ne pouvait se défaire. Qu'il avait passé la dernière décennie à essayer de faire pencher la balance du côté légal sans perdre la loyauté des gens qui dépendaient de l'autre côté. Il disait cela sans romantisme, sans s'excuser, sans le monologue d'auto-justification auquel je m'attendais. Il a dit, je suis ce que je suis. Je ne vous demande pas d'approuver. Je vous demande de comprendre que la protection que je vous offre a un contexte, et je préfère que vous connaissiez ce contexte plutôt que de le découvrir. C'était la chose la plus honnête qu'un homme m'ait jamais dite, ce qui était à la fois un réconfort et un réquisitoire contre les hommes que j'avais connus. Les appels téléphoniques menaçants ont commencé en décembre. 3 appels espacés de quelques jours, provenant de numéros masqués. Le premier a été silencieux, 15 secondes de respiration puis ça a raccroché. Le deuxième était une voix d'homme, grave et monocorde, disant, dis à Chevalier de la renvoyer. Le troisième, c'est Maxime, ivre, alternant entre menaces et excuses d'une manière qui donnait l'impression de 2 personnes se disputant l'une avec l'autre. J'ai signalé chaque appel à Bastien, qui a reçu l'information avec le même calme olympien qu'il appliquait à tout le reste. Mais j'ai remarqué un changement dans la sécurité autour de la ferme, une voiture supplémentaire près du portail, des lumières qui restaient allumées plus tard, Marc et Stéphane effectuant des rotations suggérant qu'ils ne s'attendaient plus à rien. Colette, qui était restée sereine à travers tout ça, a commencé à garder un fusil de chasse à côté de la porte de la cuisine. Elle n'a donné aucune explication. Elle l'a simplement posé là, de la même manière qu'elle sortait le pain pour le petit déjeuner, comme une provision nécessaire pour la journée à venir. La confrontation a eu lieu un vendredi soir de mi-décembre. Je m'étais installé dans le salon pour lire quand j'ai entendu des pneus sur le gravier de l'allée, rapide, agressif, pas l'approche maîtrisée des véhicules de Bastien. Marc était au portail. J'ai entendu sa voix dans l'interphone, sèche et autoritaire, puis un fracas, du métal contre du métal, suivi de cris. Colette est apparue dans l'embrasure de la porte avec le fusil et a dit « Reste ici, loin des fenêtres ». Elle l'a dit avec le calme de quelqu'un qui a l'habitude, quelqu'un qui a déjà vécu ça. Et cette prise de conscience que Colette avait déjà traversé ce genre de situation, que cette vie s'accompagnait d'un vocabulaire de précaution qu'elle connaissait par cœur m'a frappé plus fort que les bruits à l'extérieur. Je me suis accroupi derrière le canapé, j'ai pressé ma main contre mon ventre, et j'ai senti le bébé bouger pour la première fois. Un battement, minuscule et insistant, comme un doigt tapotant de l'intérieur. La vie persistant au milieu du chaos. Le tapage à l'extérieur a duré peut-être 10 minutes. Des cris, des portières qui claquent, le craquement de ce qui pouvait être un coup de feu ou le retour de flamme d'un pot d'échappement. Je ne pouvais pas le dire et je ne voulais pas le savoir. Puis le silence. Puis la voix de Marc dans l'interphone, ferme. Claire. C'est réglé.
Colette a baissé le fusil et a dit « Je vais préparer du thé ». Bastien est arrivé 1 heure plus tard. Il est entré par la porte de la cuisine, a parlé brièvement avec Colette en corse, puis m'a trouvé dans le salon où j'étais assise sur le canapé, les mains toujours tremblantes. Il s'est assis à côté de moi, plus près qu'il ne l'avait jamais fait, et m'a dit « C'est fini. Ils ne reviendront pas. » J'ai demandé qui ils étaient. Il a répondu « Des gens qui pensaient pouvoir se servir de vous pour m'envoyer un message. » Ils avaient tort. Sa voix était plate, contrôlée, mais il y avait quelque chose en dessous. Pas de la colère, quelque chose de plus froid et de plus structurel, comme les fondations d'un bâtiment qui se déplace pour encaisser un choc. J'ai dit, le bébé a bougé ce soir. Pour la première fois. Il m'a regardé et la froideur s'est dissipée pour laisser place à quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant, quelque chose d'authentique et de presque fragile. « Est-ce que ça va ?» a-t-il demandé. Pas à propos de l'intrusion, mais vous, ce battement à l'intérieur. J'ai répondu, nous allons bien. Il a hoché la tête, et sa main s'est dirigée vers la mienne sur le coussin du canapé, s'est arrêtée et s'est posée à 1 centimètre de là. Assez près pour en sentir la chaleur, mais sans me toucher. C'était le geste le plus intime que j'ai jamais reçu de sa part, et presque une reconnaissance des limites. Et en les reconnaissant, il lui a donné plus de sens qu'un contact n'en aurait jamais eu. Au cours des semaines qui ont suivi, Bastien a démantelé mon ancienne vie avec l'efficacité de quelqu'un qui comprenait les systèmes et savait comment les démonter. Il a pris un avocat pour moi, pas le sien, un avocat civil sans lien avec son monde, pour déposer une demande de divorce en mon nom. L'avocat a obtenu une ordonnance d'éloignement contre Maxime sur la base des appels menaçants. Les experts financiers de Bastien, dont j'acceptais l'existence sans trop y regarder de près, ont identifié les comptes conjoints et lancé le processus de séparation de mes biens d'avec ceux de Maxime. Ce qui s'est avéré n'être presque rien, car tout ce que nous avions partagé était financé par l'argent de Victor Rousseau et était techniquement au seul nom de Maxime. 3 ans de mariage et je possédais une voiture, un diplôme de sage-femme, et une valise de vêtements que j'avais attrapée dans l'obscurité. Cet inventaire, qui aurait dû me dévaster, m'a au contraire paru libérateur. C'était ma matière première. C'était ce que j'avais vraiment. Tout le reste avait été emprunté, et l'heure du remboursement avait sonné. Le divorce a été prononcé en mars, 4 mois après que j'ai quitté notre appartement. Maxime ne s'y est pas opposé. Ses avocats, qui étaient aussi ceux de Victor, voulaient que la séparation soit rapide et discrète pour éviter de compliquer l'affaire en cours. Je n'ai rien reçu lors du règlement. Je n'ai rien demandé. Bastien m'a proposé d'intervenir. Je peux rendre les conditions plus équitables, m'a-t-il dit avec l'autorité discrète de quelqu'un qui pouvait accomplir beaucoup de choses. Mais j'ai refusé. Je voulais que ce soit propre. Je voulais en sortir. Je voulais que chaque fil qui me reliait à Maxime et à sa famille soit coupé. De sorte que lorsque ma fille arriverait, l'échographie avait confirmé que c'était une fille, et j'avais pleuré dans le cabinet du médecin pendant que Colette me tenait la main avec la même présence constante et sans fioriture qu'elle apportait à tout. Elle entrerait dans une vie qui m'appartiendrait entièrement et sans complications. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. Le jardin derrière la ferme a explosé de jonquilles et de crocus, et Colette a planté des tomates et des herbes, et a fait grimper des pois de senteur sur un treillis près de la fenêtre de la cuisine. Mon ventre est devenu visible. D'abord une courbe douce, puis une rondeur indéniable qui a déplacé mon centre de gravité et ma perspective en même temps. Je ai continué à travailler à l'hôpital jusqu'à mon 7e mois, conduite par la rotation de chauffeur prudent et silencieux de Bastien. Mes collègues m'ont organisé une fête prénatale dans la salle de repos, avec des cupcakes, des bodies et une carte signée par tout le service, y compris le docteur Dubois, qui ne signait jamais de carte. Je me tenais dans cette salle de repos entouré de personnes qui ne me connaissaient que sous le nom de Camille la sage-femme, et j'ai ressenti une chaleur qui n'avait rien à voir avec Bastien, Maxime ou les circonstances extraordinaires des 6 derniers mois. C'étaient des gens ordinaires offrant une gentillesse ordinaire, et c'était suffisant. Plus que suffisant. Bastien et moi n'avons pas défini ce que nous étions, il n'y a pas eu de grande conversation, pas de déclaration, pas de moment où l'un de nous s'est tourné vers l'autre pour demander « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ce qui s'est produit à la place, c'est une accumulation progressive. Des soirées sur le porche de la ferme, à discuter jusqu'à l'apparition des étoiles. Une virée sur la côte un dimanche, où il a retroussé son pantalon et a marché dans les vagues comme un adolescent. Et j'ai tellement ri que j'en ai eu mal au ventre.
La nuit où il m'a apporté un livre, pas un manuel de grossesse, un roman. Une édition de poche usée des Thibault, avec un petit mot à l'intérieur qui disait « Cela m'a fait penser à vous ». B. Le mot était rédigé avec la même écriture soignée que celle d'un homme qui pesait ses mots et ne les dépensait que lorsqu'il comptait. J'ai lu le livre en 3 jours et j'ai compris pourquoi il l'avait choisi. L'histoire de 2 frères, du péché hérité, de la possibilité de choisir un chemin différent de celui qui a été tracé pour vous. Quand je le lui ai rendu, il a demandé ce que je pensais de la fin. J'ai dit, tumultueuse. Il a souri, le premier vrai et grand sourire que je lui ai jamais vu. Exactement. Ma fille est née un mardi de juin à l'hôpital où je travaillais, mise au monde par le docteur Dubois pendant que Colette tricotait quelque chose de petit et de jaune dans la salle d'attente. Le travail a été long, 14 heures. Et à 3 heures du matin, alors que les contractions s'enchaînaient si vite qu'elles ressemblaient à une vague continue, j'ai regardé le plafond de la salle d'accouchement et j'ai pensé à toutes les femmes que j'avais accompagnées dans ce même passage. Toutes les mains que j'avais tenues, toutes les fois où je les avais rassurées sur le fait que la douleur avait un but et que ce but était sur le point d'arriver. Et puis elle est arrivée. 3,3 kilos, une tête pleine de cheveux bruns et un cri si immédiat et indigné qu'elle ressemblait à une personne qui avait attendu son entrée avec impatience et qui était agacée par le retard. Je l'ai appelée Margot. Non pas parce que Bastien me l'avait demandé et il ne l'avait pas fait, mais parce que ce prénom m'était venu un soir sur le porche de la ferme, porté par l'odeur de la cuisine de Colette et le son de la langue corse prononcée dans la cuisine. Et il semblait juste. Il lui appartenait. Quand l'infirmière l'a posé sur ma poitrine, et que j'ai senti son poids, si petite, si incroyablement réel, j'ai compris le dicton de mon grand-père sur la patience. J'ai compris ce que j'attendais. Pas un homme, pas un sauvetage, pas une nouvelle vie servie sur un plateau par quelqu'un d'autre. Elle. Cette personne que j'étais devenue tout au long du chemin pour arriver jusqu'ici. Une femme qui avait passé une porte et continué à marcher jusqu'à trouver l'endroit où elle pouvait enfin s'arrêter. Bastien est venu à l'hôpital le lendemain. Il a apporté des fleurs, des pivoines blanches, pas des roses, parce qu'il s'était souvenu d'une conversation d'il y a des mois où j'avais mentionné que ma mère cultivait des pivoines en Bretagne, et que cette odeur me rappelait la maison. Il s'est tenu au pied du lit et a regardé Margot dans son berceau, et son visage a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire. Il s'est ouvert. La maîtrise de soi, l'évaluation, le calibrage minutieux d'un homme qui contrôlait tout ce qui était à sa portée. Tout cela s'est dissous, l'espace d'un instant, en quelque chose d'authentique et de sans défense. Il regardait ma fille et il n'était plus qu'un homme regardant un bébé, dépouillé de tout contexte et de toute complication, réduit à la version la plus simple de lui-même. Elle est magnifique, a-t-il dit. Puis, plus doucement, c'est vous qui avez fait ça. Pas nous, pas lui, vous. J'avais fait ça, je l'avais quitté, j'avais survécu, j'avais construit, j'étais arrivé. Il a compris la nuance et, en la formulant, il m'a donné ce que Maxime ne m'avait jamais donné, du mérite. Nous sommes retournés à la ferme, Colette, Margot et moi. Le jardin était en pleine floraison, les pois de senteur grimpaient sur le treillis, les tomates mûrissaient sur la vigne. J'ai installé le berceau dans ma chambre, près de la fenêtre qui donnait sur le jardin. Et la nuit, je nourrissais Margot en regardant la lumière de la lune sur le bain d'oiseaux et en écoutant la ferme s'installer autour de nous. Des planchers qui craquent, des tuyaux qui cliquettent, les bruits d'un bâtiment qui tenait debout depuis 100 ans et qui avait l'intention de tenir encore 100 ans de plus. Bastien venait plus souvent désormais. Il tenait Margot avec un sérieux qui frôlait la révérence, soutenant sa tête d'une main et son dos de l'autre, comme si elle était un objet inestimable qu'on lui avait confié temporairement. Colette le regardait tenir le bébé et a dit quelque chose en corse qui l'a fait détourner le regard. Et quand je lui ai demandé ce qu'elle avait dit, elle me l'a traduit. Je lui ai dit que sa mère aurait été fière. C'était la première fois que quelqu'un mentionnait la mère de Bastien. Il n'a pas développé. Certaines pièces de sa vie restaient fermées, et j'avais appris que ces portes closes n'étaient pas des rejets, mais des protections, des choses qu'il gardait scellées, parce que les ouvrir lui coûterait plus qu'il ne pouvait se le permettre. Les mois ont passé. L'été a laissé place à l'automne, et la ferme s'est parée d'ambre et de rouille. L'agent Lefebvre m'a recontacté une fois de plus en septembre pour m'informer que l'affaire contre Victor Rousseau avait été résolue, un accord à l'amiable, des charges réduites, une peine qui le tiendrait hors course pendant plusieurs années. Maxime, qui avait coopéré avec les enquêteurs en échange d'une immunité, avait déménagé à Dubaï.
Il ne m'a jamais contacté au sujet de Margot, n'a jamais posé de questions, n'a jamais envoyé de message. Il a simplement disparu de ma vie comme une chaîne de télévision qui s'éteint. Un instant présent, l'instant d'après de la neige à l'écran, puis plus rien. Je n'ai pas pleuré son absence. J'ai pleuré les années que j'avais passées à regarder sa chaîne, en croyant que le programme était réel. Un dimanche d'octobre, 1 an et 2 jours après la nuit où j'étais entré à l'Altor, Bastien et moi étions assis dans le jardin de la ferme, pendant que Margot dormait dans un berceau parapluie entre nous. L'air sentait les feuilles mortes et le dernier basilic de Colette. Et la lumière avait cette clarté dorée et ténue qui donne à chaque chose l'apparence d'un souvenir, alors même que c'est en train de se produire. Bastien était silencieux, ce qui était sa nature, et je l'étais aussi, ce qui était devenu la mienne. Nous avions construit entre nous quelque chose qui ne nécessitait pas une narration constante, un partenariat fait de proximité, de confiance, et du poids accumulé de notre expérience commune. Pas un conte de fées, pas une histoire de sauvetage, mais quelque chose de plus difficile à nommer et de plus difficile à briser. Il s'est penché et a ajusté la couverture sur Margot, bordant le tissu sous son menton avec la précision méticuleuse qu'il apportait à toute chose. Sa main a frôlé la mienne sur le chemin du retour. Cette fois, il ne s'est pas arrêté. Ses doigts se sont refermés sur les miens, chauds et fermes, et nous sommes restés assis là, dans le jardin, la sage-femme et l'homme dont le nom faisait ployer les murs, le bébé entre nous qui ne savait rien de tout cela et n'avait besoin d'en rien savoir. Et j'ai senti la dernière pièce de quelque chose se mettre en place. Pas un verrou qui se ferme, pas une porte qui se clôt. Plutôt comme une racine trouvant sa terre, trouvant sa profondeur, trouvant l'endroit où elle était censée être depuis le tout début. Des histoires comme celle-ci laissent dans leur sillage quelques vérités silencieuses. Que les décisions les plus rapides sont parfois les plus honnêtes, le genre de décision que votre corps prend avant que votre esprit ne le rattrape. Que la sécurité ne vient pas toujours des endroits attendus. Et que la protection n'est pas toujours quelque chose dont on devrait avoir peur. Que recommencer avec presque rien n'est pas la même chose que recommencer avec rien du tout. Une compétence, une conscience tranquille, et une porte que l'on a eu le courage de franchir valent bien plus que ce que la plupart des gens s'accordent à croire. Avez-vous déjà tourné le dos à quelque chose qui semblait parfait de l'extérieur pour trouver quelque chose de vrai de l'autre côté? Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Et nous adorerions lire vos pensées dans les commentaires.